Si la pandémie m'a appris une chose, c'est que je n'arrive pas à penser seul. Je m'appelle Arthur, je suis doctorant. Doctorant, ça veut dire que pendant quelques années, je suis soutenu par une université pour écrire une thèse, pour écrire des articles, pour participer à des conférences, bref, pour produire du savoir. Or, cette année, ma production a été, disons, faible. On aurait pu penser le contraire. On aurait pu imaginer qu'un doctorant confiné à plusieurs reprises en quelques mois, ou ses nuits anéanties par le couvre-feu, n'aurait eu d'autre choix que de se plonger dans ses livres, que de se concentrer sur sa thèse, que d'avancer de façon décisive dans son travail. On pourrait imaginer qu'un an d'isolement total, c'est ce qui peut arriver de mieux à un doctorant. Puisqu'après tout, quand on s'imagine le travail intellectuel, c'est souvent ça qu'on s'imagine, un isolement total. On a en tête la confrontation solitaire de celle ou celui qui écrit avec la page blanche, en ignorant que ce moment-là, ce moment décisif de l'écriture, est toujours préparé par des moments plus sociables, par des échanges, des dialogues, des idées qui s'opposent, qui se confrontent et puis qui se rapprochent. On ne peut penser que dans le dialogue. On ne peut penser qu'en relation avec les autres. Et on ne peut que s'abêtir en restant confiné trop longtemps, en restant trop longtemps seul dans son coin. Ou en croyant rester seul dans son coin, parce que, d'une certaine façon, ça n'existe pas, rester seul dans son coin. Comme l'a dit Virginie Despentes en octobre dernier lors du séminaire organisé par Paul B. Preciado au Centre Pompidou, juste avant l'instauration du couvre-feu, « Tu n'es pas protégé de moi, je ne suis pas protégé de toi. Ta réalité me traverse même si on ne se regarde pas, même si on ne baisse pas, même si je ne vis pas sous ton toit, nous sommes en contact permanent. Le procédé que la pandémie rend visible sous forme de contagion, il est temps d'en prendre conscience sous forme de guérison. Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. Chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine. » Ce que j'espère rendre possible dans ce podcast, c'est une belle histoire de contamination. De contamination de liberté, de joie, de beauté, d'intelligence. Intertexte, le titre du podcast, est une référence à la notion d'intertextualité, qui nous dit que tout texte se réfère toujours à d'autres textes. Tout texte est traversé par d'autres textes. Tout texte, en fait, ne peut exister que parce que d'autres textes ont existé avant lui, et parce que d'autres textes existent autour de lui, avec lui, en lui. C'est un écosystème. Les textes, comme les personnes, se reconnaissent, interagissent et se contaminent. Le principe du podcast est très simple. Il s'agit d'une sorte de questionnaire de Proust textuel. À chaque épisode, je demande à mon invité de me parler de 7 textes qu'elle ou il aura sélectionnés en fonction des 7 catégories suivantes. Le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que vous auriez voulu avoir écrit, un texte à offrir, le texte dans lequel vous aimeriez vivre, et une carte blanche. À chaque fois, l'invité pourra lire un extrait pour faire entendre le texte et nous en discutons librement. Je tiens beaucoup à cette notion de texte, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de livres, pas seulement de romans, pas seulement d'essais, mais vraiment de tout type de texte. Ça peut être des proverbes, ça peut être des répliques de films, ça peut être des scénarios, ça peut être des chansons, des scénographies, des chorégraphies, des contes, des légendes, des recettes de cuisine, enfin tout ce qui peut s'écrire, tout ce qui peut se dire, tout ce que mes invités voudront bien m'apporter. Et j'ai donc la grande joie de vous présenter le premier épisode dans lequel mon amie Clara m'a fait l'honneur de se prêter à mon petit jeu. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous un café, un thé, une bière, et prenez place à bord de ce tout nouveau podcast. Intertexte. Clara. Un podcast animé par Arthur Segar. Ouais, j'aime bien ce truc de radio un peu à l'ancienne où les gens ils disent leur propre nom. Un peu comme dans Radioscopie de Jacques Chancel ou Éclectique de Rebecca Mandoni, je sais pas si t'écoutes. Mais... Éclectique, oui. Ouais, c'est un peu touchant, quoi. Les gens, un peu une signature vocale. Et je trouve ça aussi un petit peu plus... personnel. Ouais, non. c'est ça. Plus il y a un truc un peu respectueux de laisser la personne se présenter, dire son propre nom. Et du coup, il y a un autre rituel de radio et de podcast
qui me gêne un peu, c'est genre présenter la personne. Mais dans Kiffe ta race, elle demande tout le temps à l'invité de se présenter et de dire comment il se définit aussi, sur le spectre racial du coup, parce que c'est le sujet, mais j'aime trop. Je trouve ça super intéressant parce que en fait les gens parlent vachement à ce moment-là. Enfin, ils argumentent tout de suite, on n'a même pas besoin de les encourager. Je trouve ça super intéressant. J'adore. Je trouve que c'est une super introduction en fait pour lancer le podcast et pour mettre l'invité à l'aise aussi, j'imagine. Ouais, donc j'ai pas mal réfléchi à ça, est-ce que je présente la personne que j'ai en face de moi, est-ce que je récite son CV, voilà, t'es dans telle école, t'as accompli tel truc, t'as reçu tel prix, etc. Et déjà, c'est un petit peu malaisant d'écrire son CV à la personne qu'on a en face de soi, et aussi c'est un peu réducteur, surtout dans un podcast comme celui-là où ce qui m'intéresse c'est le rapport au texte, donc en fait c'est moins c'est pas un rapport scolaire, c'est ça, c'est pas le statut scolaire ou social de la personne, c'est vraiment son rapport intime, subjectif à des textes. Et donc j'ai réfléchi à ça, à ce truc de présentation, et j'ai pensé à un moment attribuer un texte à une personne. À chaque fois je lis un texte qui pour moi correspond à la personne que je reçois. Ouais. Mais ça aussi, d'une certaine façon, c'est un peu réducteur puisque c'est mon image de la personne. Ça peut être risqué aussi. ça peut être très risqué. Donc du coup, comme je crois beaucoup à l'aléatoire, j'ai fait un petit... Donc là, il y a des petites fiches Bristol. Okay. Donc ça fait comme un petit jeu de cartes. Et sur chacune de ces cartes, il y a une petite citation. Donc tiens, tu peux peut-être mélanger un petit peu ces cartes, et donc pour se mettre en bouche, tu peux en tirer une et voir ce que ça t'inspire. Alors, un tweet du pape François. En adorant, nous apprenons à rejeter ce qui ne doit pas être adoré. Alors, j'arrive pas à te lire. C'est mon écriture qui est... Ouais. Le bien de l'argent, j'imagine ? Le bien de la consommation... Le dieu. Ah, le dieu de l'argent, ok. Le dieu de la consommation, le dieu du plaisir, le dieu du succès, notre ego érigé en dieu. Ça m'inspire assez peu, parce que je suis vraiment pas très religion comme fille, j'avoue. Enfin, je crois en plein de trucs, mais pas du tout en Dieu, pour le coup. Ça t'inspire quoi, toi ? Pourquoi t'as inscrit une citation du pape François sur une fiche Bristol ? Alors, j'ai vraiment toutes sortes de citations là-dessus. C'est vraiment... je sais pas si c'est une bonne chose que ce soit sous l'égide du pape François, le premier épisode. Est-ce que toi, t'as tendance à... C'est quoi le dieu que tu préfères entre le dieu de l'argent, le dieu de la consommation, le dieu du plaisir, le dieu du succès ou notre ego érigé en dieu ? Je te dirais peut-être le dieu du plaisir. Moi, je pense pas qu'il faille rejeter le plaisir du tout, tu vois. Genre, je trouve ça super important de faire les choses par plaisir avant de les faire pour une autre motivation. Et c'est, je pense, comme ça qu'on en profite le plus, en fait. Et j'aurais pas fait des études de lettres si j'étais pas guidée par le plaisir, tu vois, parce que je suis pas guidée par l'argent, manifestement. Et moi, je trouve ça important. Et le truc de l'ego, je pense que c'est aussi important d'avoir un peu d'ego quand même dans la vie. Et ça permet d'affronter un peu plus facilement les choses, je pense. Et les gens. Super, on va partir en étant guidé par le plaisir et par notre ego. Super. C'est parti. Alors, la première catégorie, c'est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau. Le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau, c'est une chanson de Médine qui s'appelle Alger pleure, qui est sortie en 2012. Et que j'ai redécouverte il n'y a pas très longtemps. Et il l'a sorti 50 ans, jour pour jour, après les accords d'Évian, après l'indépendance de l'Algérie. Et c'est un texte où il parle de l'histoire franco-algérienne, du lien entre la France et l'Algérie, de la guerre d'Algérie, mais pas que. Et je trouve que c'est un texte magnifique. Et je pense que si tu devais écouter une chanson de Médine pour découvrir Médine, ça serait celle-là, tu vois. Parce qu'il y a... Il y a toutes ces qualités qui sont réunies dans une chanson. Il y a la plume qui est incroyable, il écrit quand même particulièrement bien, il faut le dire, tu vois, il a un don pour la métaphore, pour les images qui sont dingues. Et il y a aussi beaucoup de finesse, je trouve, dans cette chanson. Et
Il y a quelques années, il y avait eu un scandale autour de lui parce que il avait fait une chanson en critiquant les laïcards, etc. Et évidemment, toute la droite s'était insurgée en disant mais oui, c'est un djihadiste, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, vraiment, dans cette chanson, on voit que le mec est super intelligent, quoi. Et super fin sur ces questions-là. Et il est pas du tout... Surtout, il est pas du tout dans un truc de revanche, de dire oui, la France a fait du mal à l'Algérie, etc. Tu vois, dans cette chanson, il est vraiment... il montre qu'il y a eu des souffrances des deux côtés, que c'est une histoire très complexe et que ce sont deux pays qui sont liés pour très longtemps encore, sûrement. Et j'adore cette chanson, je la trouve magnifique, voilà. Et Finesse, parce que du coup, je me souviens plus, dans la première strophe, il parle comme il est franco-algérien, il parle de son point de vue d'algérien. Ensuite... Non, c'est d'abord son point de vue de français. En fait, je crois qu'il y a un de ses parents qui est algérien et l'autre qui est franco-algérien. Et du coup, dans la chanson, il fait un premier couplet où il dit c'est ma part française qui s'exprime, le deuxième c'est ma part algérienne, et le troisième il dit je suis mélangé, enfin c'est la troisième réunit un peu les deux identités, et du coup c'est vraiment un truc, une construction très très symétrique en fait où il s'exprime en tant que français puis en tant qu'algérien, et du coup c'est pas du tout manichéen quoi finalement. C'est un peu thèse, antithèse, synthèse. Il y a un peu de ça, ouais, il y a un peu de ça, mais c'est très très bien fait je trouve. C'est très intéressant. Et il y a énormément de références historiques. Enfin, dans la chanson, il y a plein de trucs que j'ai pas compris, que je suis allée voir sur Internet, tu vois. Et il a vraiment un pouvoir, je trouve, autour de l'image et de la métaphore qui est assez incroyable. Et tu vois, il peut dire des trucs. Il peut faire un vers qui est très très explicite, genre sur la torture, etc. Et le vers d'après qui est très poétique. Et je trouve ça dingue d'être capable de mélanger les deux comme ça, de faire une chanson très très forte et en même temps très poétique et très, très imagée, quoi. C'est un vrai poète pour moi. Et je trouve qu'il exploite particulièrement son don poétique dans cette chanson. Et c'est pour ça qu'elle marche aussi bien, je pense. Enfin, qu'elle est aussi impressionnante. Et qu'elle me touche alors que je suis pas du tout concernée, tu vois, pour le coup, par la guerre d'Algérie. Enfin, voilà, ni dans ma famille, ni moi, voilà, mais je la trouve bouleversante, vraiment. Donc c'est ça le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau. Tu veux nous en lire un petit mot ? Ouais, on peut faire ça. Ouais. Je passerai bien un extrait, mais je crois que j'ai pas les droits. Voilà, on peut lire le début. De vieux ennemis cohabitent dans mon code génétique. À moi seul, j'incarne une histoire sans générique. Malheureusement, les douleurs sont rétroactives lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Pensiez-vous que nos oreilles étaient aux arrêts et que nos yeux voyaient l'histoire par l'œil d'Osarès ? Pensiez-vous que la mort n'était que mauresque, que le seul sort des Arabes serait commémoré ? On ne voulait pas d'une séparation de crise, de ne pouvoir choisir qu'entre un cercueil ou une valise. Nous ne voulions pas non plus d'une Algérie française, ni d'une France qui noie ses indigènes dans le fleuve de la Seine. Je trouve ça incroyablement bien écrit, tu vois. Il y a un travail sur le rythme, sur les sonorités et tout, et en même temps le fond est très beau, quoi, et très, très complexe, très, très touchant. Donc, ouais. Et Osarès, pour l'anecdote, parce que j'ai cherché, je ne savais pas qui c'était, c'est un général qui a pratiqué la torture en Algérie, qui l'a assumé, qui l'a revendiqué limite, tu vois. Et il avait un bandage sur un œil, il était aveugle d'un œil. Et donc cette histoire de voir l'histoire par l'œil d'Osarès, c'est pour dire on n'était pas aveugle, on voyait très bien ce qui se passait, tu vois. Enfin, on savait. Et il y avait beaucoup de Français qui se sont mobilisés contre les violences en Algérie. Voilà. C'est une chanson qu'il faudrait étudier en cours d'histoire. Mais je suis hyper d'accord, et je me suis déjà dit que si j'étais prof d'histoire et que j'enseignais la guerre d'Algérie à mes élèves, je donnerais un texte comme ça, tu vois. Parce que je pense que ça peut déjà je pense que ça plaira aux enfants, aux collégiens, aux lycéens, etc. Parce que c'est un document un peu alternatif. Et encore une fois, ça montre bien la complexité d'une telle guerre et que c'est pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants, quoi. Même si on a tendance la droite a tendance à dire que Médine est un extrémiste, etc. Tu vois. Un texte comme ça, c'est 10 fois plus intéressant que genre Sardou qui nous écrit Le temps béni des colonies, tu vois. J'ai du mal à pas y voir une référence, ou en tout cas à cette mode des chansons des années, enfin du XXe siècle, tu sais, des chansons qui parlaient oh là là, l'Afrique c'est incroyable, et les colonies, et, tu vois. Et où lui il prend vraiment le contre-pied de ça, il dit non, c'est beaucoup plus compliqué et tout, je pense. Enfin, vu la culture qu'il a, en tout cas ça m'étonnerait pas qu'il y ait une référence à ça. Ça va être intéressant.
Le texte qui parle le mieux d'amour pour toi. Ah oui, j'adore cette réponse. C'est Passion simple d'Annie Ernaux, pour moi, le texte qui parle le mieux d'amour. Surtout le début. Ouais, on peut lire le début. Ouais, lisons le début. Lisons le début. Alors, c'est pas le premier chapitre qui fait 2 pages, c'est juste après. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. C'est surtout en parlant que j'avais l'impression de vivre sur ma lancée. Les mots et les phrases, le rire même se formaient dans ma bouche sans participation réelle de ma réflexion ou de ma volonté. Je n'ai plus d'ailleurs qu'un souvenir vague de mes activités, des films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir et quelque chose qui doit être l'intelligence humaine, prévoir, évaluer le pour et le contre, les conséquences, avaient tout un lien avec cet homme. Lire dans le journal les articles sur son pays, il était étranger, choisir des toilettes et des maquillages, lui écrire des lettres, changer les draps du lit et mettre des fleurs dans la chambre, noter ce que je ne devais pas oublier de lui dire la prochaine fois qui était susceptible de l'intéresser, acheter du whisky, des fruits, diverses petites nourritures pour la soirée ensemble, imaginer dans quelle pièce nous ferions l'amour à son arrivée. Dans les conversations, les seuls sujets qui perçaient mon indifférence avaient un rapport avec cet homme, sa fonction, le pays d'où il venait, les endroits où il était allé. La personne en train de me parler ne soupçonnait pas que mon intérêt soudain intense pour ses propos n'était pas dû à sa façon de raconter, et très peu au sujet lui-même, mais au fait qu'un jour, 10 ans avant que je ne le rencontre, A, en mission à la Havane, était peut-être entrée justement dans ce nightclub, le Fiorentino, que, stimulée par mon attention, elle me décrivait avec un luxe de détails. De même, en lisant, les phrases qui m'arrêtaient avaient très haute relation entre un homme et une femme. Il me semblait qu'elle m'apprenait quelque chose sur A, et donnait un sens certain à ce que je désirais croire. Ainsi, lire dans Vie et Destin de Grossman que lorsqu'on aime, on ferme les yeux en embrassant, me portait à imaginer que A m'aimait puisqu'il m'embrassait ainsi. Le reste du livre, ensuite, redevenait ce que toute activité a été pour moi pendant une année, un moyen d'user le temps entre 2 rencontres. J'adore. J'adore ce texte parce que je trouve ça très intéressant d'aborder l'amour par l'attente. Et pour moi, c'est un livre entier sur l'attente, en fait. Elle parle pas tant que ça des moments qui passent ensemble, ou en tout cas beaucoup moins qu'on pourrait s'y attendre dans un livre d'amour, tu vois. Elle parle des moments entre les deux, entre les moments, les après-midi et les soirées qu'elle passe avec lui. Et on voit bien, il y a un glissement, en fait, et au fur et à mesure du texte où elle devient de plus en plus amoureuse, et toute sa vie est rythmée par cet homme. Et aborder l'amour par l'attente, je trouve que c'est très beau et c'est une très belle façon de parler de l'amour. À quel point ça peut bouleverser la temporalité, tu vois. Que toute ta journée est rythmée par une seule personne. Et c'est aussi, ça fait partie de l'amour, attendre aussi. Je crois que c'était Clémenceau qui disait que le meilleur moment de l'amour, c'est quand tu montes les escaliers. J'adore, je trouve ça trop beau. Enfin, et très vrai aussi. Et il y a dans Fragment d'un discours amoureux, Barthes aussi a fait un chapitre sur l'attente. Où il dit que quand t'attends, tu crées aussi... Tu attends l'image que tu te fais de l'être aimé aussi. Et ça fait partie de l'amour, surtout au début, tu vois. Quand tu fantasmes un peu l'autre, tu le fais au moment de l'attente, en fait. Quand t'es assis à la terrasse du café, t'attends qu'il arrive, ou... Tu vois. Et je trouve ça très beau. Mais du coup, est-ce que le fantasme, c'est plus beau que la consommation de l'amour ? Oui, mais clairement, je pense. Hein. Non, mais parce que la consommation, ça se heurte un peu à la réalité. C'est pas forcément moins beau, ça peut l'être tout autant, mais c'est différent. Dans le fantasme, tu te complais, tu vois. Avec la réalisation, tu te heurtes un peu à la vraie vie. Mais ça fait partie de l'amour, je pense, de fantasmer l'autre, de l'attendre, d'attendre à côté du téléphone et tout. Je pense qu'il faut pas du tout négliger ces moments-là, tu vois. Ça fait partie de l'amour pour moi. Et j'ai jamais lu un texte qui parlait aussi bien de cette attente-là. Et de ce moment-là de l'amour. C'est pour ça que j'ai choisi. Et puis parce qu'Annie Ernaux écrit extrêmement bien aussi. Et toi, ça t'inspire quoi, l'attente ? J'essaie de réfléchir, mais... Ouais, je sais pas si spontanément j'aurais abordé l'amour par l'attente. Parce qu'il y a aussi dans cette attente-là, où tout son temps est polarisé par cet homme, elle est aussi un peu prisonnière de cet amour-là. Donc, qu'est-ce que t'en fais de ça, de ce côté
être absolument absorbé, même au sens physique, par un amour. Ça peut être terrible, et terriblement douloureux, et je pense que ça l'est à certains moments, mais pas forcément, je crois. Et c'est pas forcément malsain, c'est ça que je veux dire. Ça peut l'être, hein, clairement, mais je pense que ça l'est pas forcément et qu'on le fait tous un petit peu. Et je peux difficilement envisager un amour où il n'y a pas un moment où tu attends l'autre, tu vois. Même d'aller, ça peut être des trucs très banals, tu vois, d'aller le chercher à la gare, de l'attendre au restaurant, etc. Il y a forcément un moment où t'imagines qu'il va rentrer dans le restaurant ou qu'il va descendre du train et tout. Et, euh, et pour moi, l'amour est très très présent dans ces moments d'attente-là. Mais bien sûr que oui, il y a aussi un truc d'être prisonnier, il y a une dimension très très... comment dire? Ouais, c'est ça, un truc d'absolu qui est pas forcément très très sain, hein. Ça, c'est faut aucun doute, hein. Surtout quand l'intégralité de ta journée est rythmée par ça, tu vois. Mais bon, ça arrive, j'imagine. C'est pas si grave, je pense. T'as encore un truc à dire sur Annie? Non, je crois que c'est tout. On peut lire le truc de Barthes, peut-être. Ouais, si tu veux, lire un petit bout. Ça fait vraiment écho à ce... Barthes sur l'attente. Ouais. Ouais, voilà. L'être, c'est page 49. Hein. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel le sein de la mère pour le nourrisson, je le crée et le recrée sans cesse, à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui. L'autre vient là où je l'attends, là où je l'ai déjà créé. Et s'il ne vient pas, je l'hallucine. L'attente est un délire. Encore le téléphone, à chaque sonnerie, je décroche en hâte, je crois que c'est l'être aimé qui m'appelle, puisqu'il doit m'appeler. Un effort de plus et je reconnais sa voix, j'engage le dialogue, quitte à me retourner avec colère contre l'importun qui me réveille dans mon délire. Au café, toute personne qui entre, sur la moindre vraisemblance de silhouette, est de la sorte, dans un premier mouvement, reconnue. Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé. Parfois, je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde, et à chaque importun, je crois reconnaître la voix que j'aimais. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée. Donc c'est très beau, mais il y a aussi un peu ce qu'on disait sur le fait que est-ce que t'es vraiment dans la relation quand t'attends ou est-ce que t'es dans ta propre image de l'autre? T'es dans ta propre image de l'autre, t'es dans ton fantasme permanent. Tu t'attends qu'elle passe la porte, etc. Mais encore une fois, je pense que dans l'amour, il y a toujours une partie de fantasme, tu vois. Il y a un fantasme de l'autre tout le temps, il y a un fantasme de la relation, il y a un fantasme de soi-même aussi. Il y a un truc un peu égo-trip dans l'amour, je crois. Mais... Et l'amour, je pense que l'amour marche très bien quand le fantasme et la réalité sont pas incompatibles, tu vois. Et dans ces moments-là, enfin les deux peuvent s'accorder et marcher très bien ensemble. Et si la confrontation entre le fantasme et la réalité est trop dure, là effectivement ça peut devenir très douloureux. Mais les deux peuvent très bien s'accorder aussi, je pense. Donc j'ai pas lu Passion simple, mais est-ce que le fantasme et la réalité s'accordent? Pas très bien, sans spoiler, on n'est pas sur un succès. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est pas facile quoi d'accorder. Ah non, mais surtout qu'il est marié lui. Donc oui, bon, d'accord. ça, c'est quand même un Difficulté obstacle de taille. supplémentaire. Ouais. Oui. Et enfin bon. Mais je pense que ça aurait été moins intéressant si ça s'était accordé peut-être. En fait, je suis pas convaincue qu'elle ait voulu vraiment écrire un livre d'amour, mais plutôt un livre sur l'attente, en fait. Sur l'attente amoureuse et les émois dans cette attente-là. Le film est très bien. Il y a un film qui est sorti au mois d'août, une adaptation qui est remarquable, si jamais. Un texte qui provoque la réflexion. Ah ouais, c'était une bonne question. J'ai choisi un livre de martyr américain de Joyce Carol Oates. Est-ce que tu l'as lu? Non. En fait, je sais pas si provoque la réflexion, c'est le terme le plus adapté, mais j'ai pensé à ça directement parce que c'est un livre qui m'a secouée, je trouve. En gros, ça parle de... L'histoire, c'est un médecin qui pratique des avortements dans l'Ohio et qui se fait assassiner par un fondamentaliste religieux qui pense que c'est la mission que Dieu lui a donnée, etc., d'assassiner les médecins qui pratiquent des avortements. Et donc il y a une bonne moitié du livre qui parle de ça, de ce meurtre-là, ensuite du procès de l'assassin, etc. Et ensuite, la seconde moitié du livre, c'est l'histoire des enfants et notamment des filles des deux protagonistes et de comment elles vont se reconstruire après ça. Lui, il est condamné à mort, hein, le fondamentaliste, il est assassiné. Enfin, il est condamné, il est exécuté en 2006, alors que l'assassinat a lieu en 1999. Et donc c'est l'histoire des filles qui sont obsédées en même temps par cette histoire et qui vont chercher leur identité à travers ça. Et puis affronter la vie, aller à l'université et continuer leur existence comme ça. Et à la fin, elles se retrouvent.
Et ouais, c'est un livre qui m'a secouée parce que déjà, on voit très bien un peu les lignes de fracture de la société américaine, tu vois. Genre d'un côté, ce médecin qui est très progressiste, qui se bat pour les droits des femmes, etc. Et de l'autre côté, du coup, ce fondamentaliste religieux qui est pris dans un délire et en même temps, tu le suis très bien dans sa névrose parce que c'est raconté à la première personne du singulier. Donc des fois, t'es un peu pris dans son délire et tu te dis, oula. Enfin, tu sais, le glissement est facile, tu vois. Et en même temps, c'est jamais manichéen. C'est pas d'un côté un monstre et de l'autre côté le sauveur de l'humanité non plus. Et surtout, l'histoire des filles est vraiment bouleversante, je trouve. Et d'un côté, enfin, du coup, la fille de l'assassin est violée quand elle est au collège. Et du coup, elle a du mal à s'en remettre, clairement. Enfin, il y a un truc de stress post-traumatique un peu. Et elle commence la boxe suite à ça parce qu'elle veut se défendre et elle veut utiliser la violence pour se reconstruire. Et elle devient boxeuse féminine. Elle s'engage dans ce milieu quand même encore très masculin à l'époque. Et donc il y a toute la description du milieu de la boxe aussi qui est très intéressante. Enfin, mais c'est un livre dur, quoi. Je trouve qu'elle cède jamais à la facilité de rentrer dans des schémas de un tel est méchant, un tel est gentil. Enfin voilà, et tu lis des trucs que t'as pas vraiment envie de lire, mais qui sont peut-être nécessaires, je sais pas. Mais ouais, c'est pour ça c'est plus un livre qui m'a secoué qu'un livre qui m'a fait réfléchir, je dirais. Mais peut-être que la réflexion viendra après, je sais pas. Mais ouais, c'est un livre dur, je trouve. Dur, mais important. Mais du coup, peut-être ça te fait réfléchir sur ce côté non manichéen de l'existence, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, clairement. Et aussi quand même sur la façon dont les filles, les enfants, enfin, particulièrement les filles dans ce cas-là, se reconstruisent après ça aussi. C'est très intéressant ce qu'elles en font de leur père, de la mort de leur père, de la relation avec leur mère aussi. Et de comment elles se cherchent, comment est-ce qu'elles trouvent leur place, tu vois, dans la société après un truc pareil. Et elles sont obsédées, hein, enfin surtout la fille du médecin, elles sont clairement obsédées par ce qui s'est passé, elles veulent lire tous les journaux de l'époque, et voilà, mais non, c'est sûr que c'est clairement pas un livre manichéen, et c'est, je pense, un livre très important, et surtout sur la société américaine aussi, pour comprendre pas mal de choses. C'est un livre important, je trouve. Alors, un texte que tu aurais voulu écrire? J'ai choisi un poème de Robin Morgan, qui est américaine, et qui a publié son premier recueil de poèmes en 1972, et le recueil s'appelle Monster. Et le texte que j'aurais voulu écrire, c'est le poème qui s'appelle Monster, où elle parle c'est un poème féministe, hein. Enfin, elle a toute sa vie, tout l'engagement de sa vie autour du féminisme, de l'antimilitarisme américain. Elle a beaucoup milité contre la guerre du Vietnam aussi, par exemple. Et elle a écrit un poème que je trouve incroyable sur le féminisme et qui a pas pris une ride, et où elle parle à la fois l'ensemble des violences que tu peux subir en tant que femme, et elle s'adresse aussi à son fils qui est un bébé dans le poème, en lui disant que c'est un mâle blanc américain et qu'elle a créé un monstre un peu, tu vois, mais qu'elle aussi c'est un monstre, et j'aime bien aussi tout ce truc de la monstrification, tout ça m'intéresse. Mais je trouve que le poème, c'est vraiment un condensé de réflexions féministes en quelques pages, tu vois. Et c'est assez... Ouais, j'aurais bien aimé avoir les compétences pour écrire un truc comme ça, en tout cas. C'est de le mettre en forme, de réussir à faire un truc, un texte où il y a à la fois une forme et un fond qui sont intéressants. Ouais, parce que c'est pas évident de faire de l'art qui soit aussi politique. Enfin, c'était un peu ce qu'on disait d'une certaine façon avec Annie Ernaux, où c'est peut-être un très beau texte, mais tu te dis c'est une femme qui est complètement subjuguée, absorbée par un homme. Donc ouais, là il y a vraiment c'est poétique et politique, et pas l'un plus que l'autre, je trouve. Et c'est très très politique, et le fond, enfin ça pourrait être un manifeste féministe, tu vois. Et en même temps il y a une partie très poétique aussi, le rythme, les sonorités, les images, qui sont... Enfin, ça reste un poème, hein, c'est un travail artistique. Et j'adorerais être capable d'écrire un truc comme ça. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment... c'est je sais pas, le petit livre du féminisme dans un poème, tu vois. Non, mais vraiment, et c'est assez, je la trouve assez impressionnante. Et elle a écrit... Il y a plusieurs poèmes dans ce recueil qui sont très très intéressants, et qui sont très, très enrichissants, pas que sur le féminisme, hein, mais notamment sur ça.
Et donc ouais, j'aurais bien aimé écrire un poème comme ça. Tu l'as ou tu l'as pas? Je l'ai, ouais. Tu l'as? Il est là. Je l'ai en bilingue même. Ah yes. Tu préfères le lire en anglais ou Peut-être en français. en français? En français. On va lire le début. Écoutez, ce soir vraiment, je ralentis l'avancée de la mort à l'intérieur de moi. Et je ne vais pas inventorier les viols, les bûchers, et les violences et les sourires, et les brouilles et les colères, et toutes les autres merdes que vous avez déposées sur les femmes à travers votre histoire. Nous n'y avons pas participé, et Dieu sait que nous avons essayé, ensemble avec vos corps lourds, exigeants, couchés sur les nôtres, tandis qu'avec votre sueur fière, telle de l'arrogance liquide, vous étouffiez nos épidermes, pas ce soir. Je suis fatiguée d'inventorier votre triomphe, notre oppression, surtout ce soir, alors que deux hommes que j'estime, l'un avec qui je vis, père de mon enfant, et avec qui j'affirme être dans une lutte à mort, un don de vie, alors qu'assis tous deux à la table de la cuisine, vous dansez, un rituel complexe censé passer pour de la lutte, mais qui ne trompe personne. L'oppression, le chagrin et l'amour, qu'en tant qu'efféministe vous partagez dans un monde patriarcal en feu, ne peuvent court-circuiter les jeux de pouvoir de la masculinité. Le bébé dort dans la pièce à côté. Blanc, homme, américain. Potentiellement la créature la plus puissante et meurtrière de toutes les espèces. Ses cheveux, ô douleur, bouclent en mèches parfumées humidifiées par la sueur de son sommeil estival. Il n'est pas encore, et sur ma vie je ferai tout pour qu'il ne soit jamais tout à fait un homme. Voilà. Et il y a tellement de choses en peu de lignes. Je trouve ça dingue, tu vois, genre, même c'est en filigrane un peu, mais ce conflit entre être mère et être féministe, comment t'élèves un garçon quand t'es féministe, tu vois, ou comment tu te comportes avec ton mari quand t'es féministe, ça aussi, la question de l'amour hétérosexuel quand t'es féministe, c'est un gros sujet. Et je trouve qu'en quelques lignes, elle évoque tellement de problématiques qui sont passionnantes et sur lesquelles tu pourrais disserter pendant des heures et des heures. Et elle arrive à condenser tout ça en un poème magnifique. Enfin, c'est fou comme compétence, je trouve. Je pense que c'est donné à assez peu de gens, en fait. Et c'est peut-être un peu la même complexité que dans le texte précédent, avec cet assassin, mais qui en même temps a une vie intérieure très riche, et quand il va mourir, c'est une vie humaine qui va disparaître. Et là, il y a cet enfant qui va devenir un oppresseur dans un système patriarcal, mais voilà, qui est tout mignon avec ses boucles. Ouais, non, mais bien sûr. Et tu sens bien qu'il y a un conflit intérieur pour elle aussi, tu vois. Genre, c'est mon bébé, il dort, il a des bouclettes. Mais ça va devenir un homme blanc américain, tu vois, qui est une créature meurtrière, comme elle le dit elle-même. Et ce conflit-là, c'est un peu un truc qui m'obsède en ce moment, je pense, dans le féminisme. Enfin, comment tu concilies un rapport humain et un rapport politique avec les gens. Et je trouve qu'elle en parle remarquablement bien. Ouais. C'est peut-être ça qui me plaît le plus dans ce texte, en fait. C'est la question de la conciliation entre les relations avec les autres et ton engagement politique. Et c'est un problème sans fin, je pense. Et c'est un problème super important dans le mouvement féministe aujourd'hui, quoi. Et la littérature, ça permet de mettre en tension, de mettre en scène ce genre de conflit. Oui, je pense. Enfin, c'est une manière de le mettre en scène, en tout cas. Mais tu vois, le fait de l'écrire dans un poème, déjà, c'est une autre façon de l'exprimer. Et puis, elle utilise quand même la première personne du singulier. Donc, il y a clairement un truc de revendication et de réhabilitation de la parole féminine. Et de dire attendez, moi aussi j'ai des choses à dire qui sont très importantes et qui méritent d'être publiées. Et ouais, je pense que la poésie, ça permet de... en fait, utiliser les moyens poétiques, je pense que c'est une autre façon de dire la vérité, de dire une vérité, en tout cas pas la vérité, ça n'existe pas, je pense, mais de dire une vérité, et avec des outils qui sont propres et qui sont tout aussi intéressants que des outils politiques, etc. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose qu'écrire un tract ou qu'écrire un livre théorique, mais c'est une autre manière de dire une vérité, et avec plein de petits bouts de vérité comme ça, on peut recomposer une sorte de vérité générale, en tout cas. Et je pense que toutes les manières de faire du féminisme aujourd'hui, tu vois, les moyens artistiques, les manifestations, les engagements associatifs, etc., tout ça se complète. Et ça permet de tisser une grande toile pour parler au plus de gens possible. Il y a peut-être des gens qui seront très touchés par ça et pas du tout par un texte politique, tu vois. Donc, ou inversement. Inversement, bien sûr. Inversement, bien sûr. Ouais. Ou par des films, ou par des chansons, ou par... Voilà. Mais tant mieux qu'on ait tous ces moyens à notre disposition, et tant mieux qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent publier des textes comme ça, de femmes ou de personnes non binaires ou de personnes trans, ou tu vois. Tant mieux, heureusement.
Et toi, t'aimerais, comme c'est dans la catégorie texte que tu aurais voulu écrire, tu penses à ça? Ouais, j'adorerais réussir à le faire, réussir à écrire un texte dont je suis fière, qui allierait aussi bien des compétences artistiques, poétiques, ou même de la fiction, et un engagement politique, ouais. Parce que je pense que c'est particulièrement difficile, et j'aimerais beaucoup être capable de le faire, et oui, un jour, j'aimerais le faire. Et j'aimerais beaucoup traduire sa poésie aussi. Parce que là, c'est un poème qui a été traduit de son recueil, mais le reste de son recueil n'a pas été traduit, par exemple. Donc ce sera le projet de mon master 2. Petit instant promo, tu vois. Instant promo de master 2. Non, mais voilà, ouais, elle me touche beaucoup, vraiment, cette femme, dans son écriture. Je la trouve très, très intéressante. Alors celle-là, elle est intéressante, c'est un texte à offrir. Un texte à offrir, ouais. J'ai choisi My Absolute Darling de Gabriel Tennant, je crois. J'ai choisi ce livre parce que je l'ai découvert cette année. C'est un premier roman, et c'est un livre très, très intense, hein. Pas évident à lire. Je pense que l'écriture est très très exigeante, mais je l'ai choisi comme texte à offrir parce que je pense que beaucoup de gens peuvent y trouver leur compte, peu importe ce que tu cherches en fait. C'est l'histoire, rapidement le pitch, c'est une jeune fille qui a 14 ans, ça se passe aux États-Unis, elle grandit avec son père qui est un survivaliste incestueux, hein, clairement, et sa mère est morte à sa naissance, il me semble. Et elle grandit dans ce milieu-là, et elle passe beaucoup de temps dans la nature aussi. T'as des descriptions de nature qui sont magnifiques, donc c'est aussi... ça fait partie de la branche de littérature américaine de nature writing. T'as des descriptions des plantes pendant des pages et des pages, etc. Et des montagnes et tout ça. Et pour moi, il y a tellement de choses dans ce livre. Tu vois, t'as l'histoire d'une adolescente, de son... Tu sais, c'est un peu un roman d'initiation, elle grandit, etc. Elle découvre la vie, l'amour aussi. Il y a un côté très, très thriller presque, parce qu'il y a des moments qui sont très très intenses, où il y a beaucoup de suspense, beaucoup de tension. Je veux pas spoiler tout ce qui se passe dans le livre, mais il y a une écriture aussi qui contribue à cette tension-là, parce qu'il utilise beaucoup le stream of consciousness, donc tu te retrouves dans les têtes des personnages et t'es pris un peu dans leur névrose, etc. T'as du coup des descriptions de nature qui sont magnifiques. C'est un livre assez féministe, je pense, par certains égards, qui a aussi une grande dimension politique et tout ça. Il y a des passages qui sont très drôles. Enfin voilà, je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose. Et c'est assez fort, surtout pour un premier roman, d'avoir écrit un livre qui pourrait plaire à tellement de gens différents, je pense. Et j'aime beaucoup aussi offrir des textes exigeants. Je trouve que c'est une marque de respect pour la personne en face. Je trouve que c'est un beau cadeau, quoi, d'offrir un beau livre comme ça. Mais c'est très très dur à lire, par contre. Non, mais c'est dur à la fois dans la forme, hein, parce qu'il a une écriture qui est exigeante. Et dans le fond, parce qu'il y a des scènes qui sont pas faciles à lire. Mais c'est un très beau livre. Je trouve que c'est un beau cadeau. J'ai l'impression que tu choisis beaucoup de textes sur la société américaine et les problèmes de la société américaine. Ouais, j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas pourquoi je suis très littérature américaine en ce moment. Peut-être parce que les États-Unis me manquent, je sais pas. Mais oui. Mais en même temps, l'Amérique a des problèmes, donc parlons-en, tu vois. Mais ils produisent aussi beaucoup d'excellentes littératures qui parlent de leur identité. Enfin, il y a quand même un truc dans la littérature américaine de qui sommes-nous, d'où on vient, tout le temps, tu vois. Donc ils parlent... Enfin, je trouve, en tout cas, moi, ce qui me marque dans la littérature américaine, et moins dans la littérature française, c'est qu'il y a vraiment cette quête de qu'est-ce que c'est l'Amérique, qu'est-ce que c'est la vraie Amérique, qui sommes-nous, peut-être parce que c'est pas une nation très très vieille, mais je trouve qu'il y a la question du rapport à la terre aussi qui est très fort, d'où le nature writing qui est très, très à la mode et très productif. Mais du coup, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la littérature américaine en ce moment, ouais. Qui se cherche tout le temps, même sur le plan politique, j'ai l'impression. Et est-ce que c'est des choses qui nous manqueraient en France, à part par exemple dans le texte de Médine, justement ? Oui, je pense que ça nous ferait peut-être du bien de réfléchir un petit peu à ces questions-là. En tout cas, c'est un peu absent, je trouve, de la littérature classique, en tout cas française,
Il y a beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes dans la littérature classique française, évidemment, mais il n'y a pas ça. Je trouve que ça manque. Et effectivement, dans le texte de Médine, il y a une réflexion sur l'identité, mais c'est en lien avec la colonisation, tu vois. Et il faut que ce soit quelqu'un qui soit concerné qui le fasse. Je pense que les Français, blancs, riches, etc., le feront jamais, tu vois. Et ils préfèrent parler d'autres trucs, mais l'identité surtout pas. C'est un truc d'américain de parler d'identité, tu vois. Alors que c'est super intéressant et c'est très important. Et c'est pas parce qu'on n'est pas américain qu'on n'a pas un problème avec l'identité en France, tu vois. Enfin, au vu des débats en ce moment, je pense que ça serait intéressant de s'intéresser à qu'est-ce que c'est que l'identité française, tu vois. Ça pourrait nous faire du bien. Je crois qu'en 2007, il y a eu des trucs comme ça a mal fini. Ouais. Non, mais fait par des gens intelligents, tu vois. Ouais. Et par des artistes, ça pourrait être bien. Mais ouais, du coup, je trouve que les Américains font ça très très bien. Et ils ont une offre littéraire sur la question qui est immense et qui est très variée et très intéressante. Donc j'offrirai ce livre, absolument, pour tout le monde, n'importe qui. Tu peux l'offrir aux parents, aux amis. Peut-être pas à des gens que tu connais pas très bien. Parce que c'est pas sûr que ça soit... Vu qu'il y a des scènes qui sont difficiles, c'est pas forcément très bien accueilli. Mais pour les gens que tu connais, c'est bon, ça passe. Pas pour une première rencontre. Voilà, pas pour une première date. Non. C'est pas évident pour un premier date. Un texte dans lequel tu aimerais vivre? Ça, c'était une question vraiment difficile aussi. Moi, j'ai choisi un livre de Fitzgerald qui s'appelle Les Beaux damnés. Alors, il y a eu plusieurs traductions du texte. Je crois que la première du titre, la première traduction, c'était Les heureux et les damnés, mais c'est un contresens. Non, mais le titre en anglais... La traductrice c'est The en action. Beautiful and Damned. Et du coup, c'est une mauvaise traduction parce qu'on a l'impression dans la traduction française, on a l'impression qu'il désigne deux groupes différents alors que c'est le même groupe en fait. Ils sont à la fois beaux et damnés. Exactement. Ouais. Et moi j'adore. Fitzgerald, déjà, je suis assez fan de son ton, de son ironie en même temps très tendre, tu vois. Et ce livre-là, ça se passe à New York au début des années 20. Ils sont très riches, ils sont très oisifs, ils ne travaillent pas, ils font la fête, ils écoutent du jazz. Enfin, évidemment que t'as envie au moins pour quelques heures de voir comment ça se passait, tu vois. Et évidemment, enfin, c'est Fitzgerald, donc par la suite, ils ont plus d'argent et c'est la déchéance, tu vois. Mais le début, je veux bien vivre dans le début. Non, et puis l'Amérique des années 20, ça fait envie, tu vois. Et surtout New York, et eux, ils sont vraiment dans les meilleurs clubs de jazz, les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants. Voilà. Et en même temps, j'ai un peu un conflit intérieur de « Ah, c'est la richesse extrême, c'est mal et tout. » Mais j'ai envie d'aller voir quand même. Par curiosité, j'aimerais bien voir. Et je m'interroge toujours sur ce truc de comment Fitzgerald fait pour rendre aimables des gens qui seraient absolument détestables dans la vraie vie, je pense. Parce que lui, il y arrive bien. Il y en a plein qui y arrivent bien. Mais lui, il nous décrit quand même des jeunes qui, je pense, c'est un peu les écoles de commerce de maintenant, tu vois. Genre, des gens qui sont très riches, pas du tout conscients de leurs privilèges, très... Enfin, tu vois, par exemple, pour le héros du livre, c'est inimaginable de travailler, tu vois. Mais est-ce que c'est pas quand même un esthète malgré tout, ou pas vraiment? Un peu, mais pas tant que ça, tu vois. Genre, il essaye d'écrire, mais il y arrive pas trop, ça l'ennuie un peu. Il aime bien la musique, mais il y a pas une vraie réflexion derrière non plus. Enfin, il fait rien, il fait les choses un peu à moitié tout le temps, tu vois. Et enfin, moi, je l'ai lu comme ça, en tout cas. Et du coup, oui, je pense que... Non, et puis moi, vraiment, ce qui le rend détestable, pour moi, c'est qu'il soit très très riche et qu'il attende juste d'hériter. Hein. Il travaille pas, il attend l'héritage de son grand-père, et puis la vie va être facile. Mais il y a quand même un truc d'affection qui se noue, je trouve, entre le lecteur et le personnage. Et du coup, c'est un truc qui m'impressionne un peu chez Fitzgerald, quand même. Et chez les auteurs qui arrivent à faire ça, c'est rendre aimables des personnages détestables. C'est fort, quand même. Enfin, il faut le faire, quoi. Du coup, est-ce que toi, tu serais un personnage détestable si t'étais un personnage? Peut-être, hein. Peut-être. Mais peut-être que c'est bien d'être un personnage détestable. Je sais pas. Ça fait avancer l'histoire, en tout cas. Non, et puis il en faut. Il y en a dans la vie, donc il en faut dans les livres, j'imagine. Mais... Et puis, ouais, non, vraiment, pour le coup, ce truc de vivre dans un texte... Ouais, j'aurais bien aimé aller voir comment c'était à l'époque. Mais malgré mes conflits d'intérêts, j'aurais bien aimé faire partie de l'élite new-yorkaise dans les années 20... pour quelques heures, pour voir.
Et puis après, même politiquement, je crois que le luxe, c'est pas indigne de vouloir une vie luxueuse. Je crois que c'est Lordon qui a fait un texte sur un communisme de luxe. Genre, il faut revendiquer justement une forme de luxe pour tout le monde. Enfin voilà, si tout le monde pouvait vivre de façon oisive. Ah oui, non, mais bien sûr, je pense que tout le monde en a un petit peu envie. Tu vois, ça serait très hypocrite de dire non, moi je veux vivre dans la pauvreté. Et c'est pas le but du tout. Enfin, c'est pas le même des mouvements de gauche, je pense que c'est pas du tout le but, tu vois, c'est pas du tout l'idée derrière. Mais je culpabilise un peu de me dire que, après tout, le bling-bling me dérange pas tant que ça. Ça c'est pas évident, mais bon, c'est. Ouais, le problème, c'est d'être dans le luxe, dans une société. Où il y a des inégalités, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais bon. En même temps, le texte est écrit de telle manière que. Ouais, c'est ça, t'as quand même une forme de fascination, je pense. Et. Est-ce que dans la littérature, il n'y a pas toujours un peu ce truc de fascination de ce que tu lis, c'est de pulsion de... Enfin, c'est peut-être pour ça que tu lis, tu vois, genre tu veux voir comment ça se passe entre les lignes, tu veux apprendre, tu veux plonger dedans, en tout cas, au moins le temps de la lecture. Donc, finalement, c'est peut-être l'intérêt de l'art aussi. Genre qui était plongé dans un univers que tu comprends pas très bien, mais qui te fascine un peu. Mais à choisir un univers, je choisis celui-là, en tout cas. Et enfin, ta carte blanche. Ma carte blanche, c'est un poème d'Aragon. Et qui s'appelle « Nous dormirons ensemble ». Que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours ressemblent. C'était hier que je t'ai dit « Nous dormirons ensemble ». C'était hier et c'est demain, je n'ai plus que toi de chemin. J'ai mis mon cœur entre tes mains, avec le tien comme il va l'amble. Tout ce qu'il a de temps humain, nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut sera, le ciel est sur nous comme un drap, j'ai refermé sur toi mes bras, et tant je t'aime que j'en tremble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Voilà. C'est un poème qui a été chanté par Jean Ferrat, qui est magnifique, surtout chanté par Jean Ferrat. Et c'est tout simple, je trouve. Il y a 3 strophes. Il dit pas c'est pas une grande déclaration d'amour grandiloquente, etc. Tu vois, c'est juste promettre à quelqu'un que t'aimes que tu dormiras avec lui ou avec elle. Je trouve que c'est une jolie façon de dire qu'on aime aussi. Et avec tout ce qu'il y a de tendresse et de complicité dans le fait de dormir ensemble et tout, moi j'aime bien. Je trouve que c'est une jolie façon de dire l'amour. Et puis j'aime beaucoup Aragon aussi. Accessoirement. Donc, je trouve qu'il écrit très bien, il fait des très beaux poèmes. Le plus beau signe d'amour, c'est attendre quelqu'un ou c'est dormir avec quelqu'un? Dormir avec quelqu'un. À choisir, ouais, dormir avec quelqu'un, je trouve. Et pourquoi? Et surtout, pas tant dormir avec quelqu'un, mais promettre que tu dormiras avec quelqu'un. Parce que la nuit, tu sais, c'est un peu le moment de... Enfin, moi je le vois comme ça, c'est un peu le moment des angoisses et le moment de la pénombre, etc. Et promettre que tu vas partager un lit avec quelqu'un, c'est promettre que tu seras là dans les moments difficiles, je pense. Que tu seras là pour les moments tendres et pour les cauchemars et les moments comme ça, tu vois. Enfin, pour moi, la nuit, c'est vraiment ce truc des angoisses et des angoisses nocturnes et des cauchemars, etc. Et pour moi, quand tu promets que tu vas dormir avec quelqu'un, c'est que tu promets que tu seras là dans ces moments-là et que tu bougeras pas, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est un beau poème. C'est mieux qu'une demande en mariage. Enfin, c'est où tu dis dans les meilleurs et les pires moments, c'est un peu ça, tu vois. Genre, à l'heure la plus sombre de la nuit. À l'heure la plus sombre de la nuit, je serai là, ouais, c'est ça, vraiment. C'est pour ça que je trouve que c'est une jolie déclaration d'amour. Merci. Mais de rien. Voilà, j'espère que ce premier épisode, placé sous le signe de l'ego et du plaisir, aura su vous plaire. Alger pleure de Medine est une chanson extraite de son EP Made In, produit en 2012 par Dean Records et Because Music. Passion simple d'Annie Ernaux a été publié en 1991 chez Gallimard. Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes a été publié au Seuil en 1977. Un livre de martyrs américain de Joyce Carol Oates, originellement publié en 2017, est paru en traduction française chez l'éditeur Philippe Ray. Le poème Monster de Robin Morgan est extrait du recueil du même nom publié chez Vintage en 1972.
Comme l'a fait remarquer Clara, il n'est pas encore disponible en français, mais elle nous a lu une traduction d'Olive Zoretti et de Megan McNeely, issue de l'anthologie Je transporte des explosifs, on les appelle des mots, poésie et féminisme aux États-Unis, édité en 2019 chez Cambourakis. My Absolute Darling de Gabriel Talent, originellement publié en 2017, est paru en traduction française chez Gallmeister. The Beautiful and Damned de Francis Scott Fitzgerald a été publié en 1922 chez Scribners, et pour le coup de nombreuses traductions françaises sont disponibles, Les Heureux et les Damnés, Les Beaux Damnés, Beaux et Damnés, Beaux et Maudits, voilà, choisissez votre camp. Et enfin, Nous dormirons ensemble de Louis Aragon est extrait du recueil Le Fou d'Elsa, publié en 1963 chez Gallimard et a été mis en musique la même année par Jean Ferrat sur son album Nuit et brouillard, édité chez Barclay. Le podcast Intertexte est réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre, et la petite musique enjouée et libre de droit que vous entendez en ce moment a été composée il y a fort longtemps par John H. Lovekind. Et je vous dis à très bientôt.